Nous allons tout de suite attaquer notre dernière table ronde qui porte sur un sujet vraiment d'actualité, c'est-à-dire quelle transformation de la protection sociale on peut attendre par rapport à la crise de la Covid et l'évolution démographique. Comme vous le savez, la Covid a été l'occasion d'un paradoxe pour la protection sociale, c'est que finalement, on n'a jamais dépensé autant pour protéger la société, en tout cas dans les pays de l'OCDE, et c'est des sommes qui sont absolument incroyables, et on voit qu'il y a vraiment un changement des conceptions qui se fait à jour. Mais par le même effet, et on l'a vu dans beaucoup de situations, dans beaucoup de pays, et y compris dans les pays du G20, cette situation de la Covid entraîne et combiné au vieillissement, entraîne des inégalités qui sont de plus en plus vives. Alors, par rapport à cette question-là, on va s'interroger de manière peut-être naïve, mais c'est très important. Est-ce que la Covid est l'occasion de prendre enfin conscience de ce que réclamait l'ONU en 1945, c'est-à-dire la disponibilité d'un accès à la santé et donc d'un financement de la santé à l'échelle de la planète? Est-ce qu'on n'est pas finalement avec ce virus assez paradoxal qui fait certes 1,5 million de morts, mais qui est un virus qui, par rapport aux maladies qui frappent l'humanité souffrante, est à la fois nouveau venu et loin, et tant mieux d'ailleurs, s'en faut le plus mortel, même s'il est dramatique. Et on va voir avec Guy Valencien que la santé, qui était une préoccupation nationale en Europe, va devenir une préoccupation européenne. Est-ce qu'on peut pousser un peu l'argument un peu plus loin? Et pour répondre à ça, nous avons un panel prestigieux avec Oliver Aswara, Jean Buckman, Alexandre Calins, Hussein Nouka et Madame Guy Valencien et Madame Razavi. Madame Razavi et Nathalie Chussot qui devaient rejoindre cette table ronde, mais qui va arriver plus tard. Madame Razavi de l'Organisation internationale du travail ne peut pas nous rejoindre. Donc, on a enregistré une intervention de sa part qui est une intervention, je pense, très structurante et très importante. Je vous remercie de l'écouter. Really need to start here is that in a number of low and middle income countries. Alors, donc, un certain nombre de pays à revenus pauvres, les systèmes de sécurité sociale ne fournissent pas une couverture universelle et l'accès aux soins de santé n'est pas aisé. Et cela impacte les personnes de tout âge, mais aussi des personnes qui travaillent dans une économie informelle. Et la situation est assez préoccupante, encore plus préoccupante pour les personnes âgées. Un certain nombre de pays à revenus faibles ont mis en place des systèmes d'allocation sont surtout axés pour les femmes avec des enfants âgés en dessous de 5. Alors, certains programmes ne sont pas disponibles pour les personnes lorsqu'elles n'ont pas d'emploi. Et la situation est vraiment pas du tout égalitaire dans des pays où les personnes n'ont pas de système de retraite. Et donc, pour les soins de santé, doivent payer de leur poche. Et en même temps, ces personnes ont très peu d'autonomie financière. Et donc, on a peu d'informations concernant ce que doivent débourser les personnes par groupe d'âge. Une enquête qui a été faite, enquête SAGE en Chine, au Ghana, en Inde, au Mexique et la Fédération russe et en Afrique du Sud, a démontré qu'il y avait entre 8 et 46% des personnes âgées n'avaient pas accès à une couverture de santé et devaient payer par leurs propres moyens. Et ça avait donc un impact sur leur accès aux soins de santé. Les personnes ne recherchent pas des soins. Et
au Mexique, 21% des personnes et en Afrique du Sud, 48% des personnes n'avaient pas d'accès aux soins. Et cela avait un impact sur la condition de santé des personnes qui ont des problèmes ou des maladies chroniques. La situation des systèmes de santé et les programmes d'aide ne correspondent pas aux besoins des personnes âgées parce que ces programmes sont vraiment ciblés pour tout ce qui est curatif et tout ce qui est soins hospitaliers et donc ne sont pas adaptés aux besoins des personnes âgées qui ont des pathologies chroniques ou des problèmes de dépendance. Et lorsque ils sont soignés à l'hôpital, lorsqu'ils ressortent de l'hôpital, ils sont dans une situation assez critique. Il n'y a pas de soins à long terme fournis pour les personnes âgées. Et il n'y a pas non plus de médecine préventive suffisamment bonne pour prévenir les problèmes de maladies chroniques chez les âgés. J'aimerais parler de d'autres aspects concernant les revenus, la sécurité des revenus des pensions. C'est essentiel. Comme nous le savons, dans un certain nombre de pays, dans des pays faibles revenus, l'accès à un revenu ou une retraite de base n'est pas évidente. Nous avons des données qui démontrent qu'un tiers de la population du monde, des personnes âgées de plus de 65 ans, ne reçoivent pas de pension de retraite. Et une couverture efficace pour manque. 75% des personnes âgées de plus de 65 ans en Afrique subsaharienne n'ont pas de pension. Il n'y a qu'une toute petite minorité accès à des pensions. Et l'accès des allocations est très inégal et des personnes qui travaillent dans l'économie informelle ou ont des carrières qui ont été interrompues, souvent les femmes, leur accès aux pensions du type pension par répartition sont beaucoup plus faibles. Et souvent, les femmes sont concernées parce qu'elles interrompent leur carrière. Et c'est souvent les femmes qui se retrouvent dans une situation difficile. Le système et comment il est conçu a énormément d'impact. S'il y a des efforts pour étendre la couverture en renforçant le système de répartition, les femmes s'en sortent mieux. Et s'il y a des mécanismes dans les systèmes de pension avec des crédits de soins qui donnent des crédits pour des périodes dans sa vie lorsqu'on s'occupe d'autres personnes, et les femmes en bénéficient généralement. Lorsqu'il y a des mécanismes pour les ajustements des niveaux des allocations, par exemple, avec une indexation qui donc a relie le niveau d'allocation à l'inflation, les personnes qui vivent plus longtemps, et souvent les femmes, peuvent mieux en profiter parce que la valeur de leur pension n'est pas détériorée dans le temps. Mais ce qui est très important, et je dois insister là-dessus, c'est que pendant les pensions sociales ou non contributives donne accès à une pension de base et le rôle des systèmes qui ne sont pas des systèmes de répartition sont importants dans des économies informelles, mais il y a un problème de niveau des pensions parce que ce niveau est souvent très bas et ne fournit pas suffisamment de revenus pour subvenir aux besoins et ne peut pas compenser le manque d'un système de répartition en Inde, en Colombie, en Turquie. Le fait qu'il y ait un système qui n'est pas basé sur la répartition fait qu'il y a 75% des personnes qui sont en dessous de la seuil de pauvreté parmi les personnes âgées. Ils se retrouvent à un niveau vraiment très bas. Il est essentiel que les systèmes de protection sociale doivent être accompagnés par un investissement dans les services sociaux. Lorsqu'une femme a besoin de travailler
doivent rester plus longtemps au travail, qu'elles puissent avoir accès, par exemple, à des services sociaux pour s'occuper des enfants, par exemple. Et nous avons besoin de plus d'investissements à long terme dans les soins de santé. Et la crise du COVID a vraiment démontré l'importance de ce besoin dans les pays où la qualité des soins n'était pas suffisamment bonne, où les personnes qui travaillaient aussi dans les EHPAD n'ont pas de rémunération correcte. Et aussi le fait que les femmes très souvent vivent plus longtemps, donc les hommes âgés ont leurs femmes qui s'occupent d'elles. Donc il y a une inégalité entre les sexes et les femmes sont beaucoup plus dépendantes de services du genre EHPAD et elles en pâtissent encore plus lorsqu'il y a moins de services sociaux. Et aussi, il y a le problème qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent seules et n'ont pas le soutien de leur famille. Et donc, en bref, l'investissement dans les services sociaux et dans les services publics accessibles et qui sont abordables et de bonne qualité sont très importantes. Et c'est quelque chose, c'est un enseignement suite à cette crise. Les femmes et les aidants ne peuvent pas continuer à aider les personnes âgées sans soutien de la part des services publics. Et pour les gouvernements qui veulent créer des emplois, les services sociaux génèrent des emplois. Et c'est quelque chose que nous avons pu constater dans les pays nordiques, par exemple. Et il y a un grand nombre de pays dans le Sud qui ont commencé à faire ce genre d'investissement. Et je pense que continuer à faire ces investissements va être quelque chose de très important pour créer des emplois et pour développer l'économie ou espérer avoir un rebond en sortant de la crise. Merci de votre attention. Merci, Shara Choub. C'était très intéressant. Je vous rappelle que Shara Choub Rezavi est directrice de la protection sociale à l'Organisation internationale du travail. Nous avons eu un peu plus tôt une lecture aussi de Tricia Comboy de HelpAge International. Et Tricia nous a tenu à peu près le même discours. Donc, je suis désolé que nous n'ayons pas en même temps in vivo ni Tricia ni Shara Choub, et notre table ronde n'est pas totalement exclusivement masculine puisque Nathalie a eu la gentillesse de nous rejoindre. Je vais peut-être donner la parole tout de suite à Gene Buckman. Gene Buckman, il est professeur à Harvard. Il a publié à l'automne un remarquable article à plusieurs sur la couverture santé universelle et sur l'idée qu'il fallait peut-être changer le logiciel de l'OMS et plus s'attacher aux maladies non transmissibles, mais s'attacher aux jeunes générations et de relancer finalement, je le dis dans mes termes à moi, l'ambition qui était celle de l'ONU de 1945, mais aussi de la conférence d'Alma-Ata en 1980, qui a insisté qui a mis en place l'accès à des soins de santé primaires dans de nombreux pays. Et peut-être ce mouvement-là est-il à prolonger. Jean, s'il vous plaît. Yeah, thank you very much. Merci beaucoup, François-Xavier. Je vais parler en anglais. Je pense qu'il y a une traduction simultanée. Donc, je vais effectivement me joindre à ce groupe francophone avec plaisir. C'est formidable d'en faire partie. Et bien évidemment, je dirais qu'il y a peu de conférences qui proposent autant de conversations, donc autant d'intervenants francophones. Donc, je suis très heureux de pouvoir m'engager dans cette conversation avec vous. Je pense que, comme il a été mentionné par les organisateurs, ces dernières années, j'ai travaillé effectivement sur un projet avec des collègues autour du monde, quelques 300 personnes, sur une étude spécifique par rapport à la population mondiale qui vit dans un seuil de pauvreté extrême. Et quelle était donc la nature des maladies non transmissibles qui affectaient ces populations. Nous avons mené cette étude
parce que de manière historique, ces maladies non transmissibles, le terme utilisé revêt à une signification populaire qui s'est construite avec l'OMS et avec les Nations Unies. Et il y a eu donc un certain nombre de discours qui ont été menés, mais en fait, cela touche aux maladies cardiovasculaires, métaboliques également, qui touchent donc les personnes les plus âgées. Donc, ce sont des maladies non transmissibles et on passe à l'hypertension, le diabète et autres maladies liées au style de vie, le tabac, le manque d'exercice physique, etc. Et évidemment, le vieillissement est un élément très important. Donc, ce sont tous ces éléments qui ont été pris en cause. Et d'un point de vue historique, lorsqu'on voit l'impact de tout ce travail, il y a eu un certain nombre de réunions au sein des Nations Unies, réunions bilatérales, mais en réalité, en fait, il y a eu un arrêt dans le développement des systèmes de santé et cela s'est vu avec le mouvement de VIH-Sida au niveau des réunions de haut niveau au sein des Nations Unies. Donc, il y a eu, comme je le dis, un travail pour fournir une assistance par rapport à toutes la maladie du VIH-Sida, notamment avec des financements supplémentaires de l'ordre de 10 milliards. Et en 2011, je pense qu'il y a eu en fait moins d'assistance, une courbe assez plate en termes d'aide qui a été fournie. Et par rapport à ces maladies non transmissibles, eh bien, on a essayé de comprendre comment celles-ci étaient couvertes dans le système de maladies universelles, avec un développement permanent de ces systèmes. Et on voulait essayer de comprendre quelles étaient les maladies que l'on pouvait prévoir, qui étaient associées au vieillissement. Et ainsi, il y a une réponse politique pour s'attacher à la prévention à un certain degré, je dirais. Degré minimum pour traiter de ces questions de risque d'hypertension, de pression vasculaire, etc. Et donc, l'idée, c'était de trouver des budgets pour mettre en place des stratégies dès l'année 2011. Et ce que l'on observe, c'est que l'on observe la population traditionnelle qui fait l'objet de cette attention en la matière, qui bénéficie donc de ces soins universels. Eh bien, toutes ces populations dépendent des systèmes des Nations Unies notamment, et ce sont des populations qui vivent sous le seuil de pauvreté, et notamment en Afrique subsaharienne ou en Asie. Et ce que l'on observe, moi je suis médecin, et je suis également anthropologue, c'est ma formation, et je travaille avec des collègues, et nous avons pu observer que la population est assez jeune, et il y a un grand nombre de maladies qui, en fait, un grand nombre de maladies, je le disais, ne sont pas transmissibles parmi ces populations, et cela inclut différents types de maladies assez diverses et qui touchent également des populations très jeunes, notamment des jeunes femmes ou des enfants, des problèmes gastro-intestinaux, etc., l'appendicite, ce genre de maladies assez générales qui peuvent notamment toucher les enfants, mais d'autres types de populations également. Donc, il peut y avoir parfois des procédures, des interventions chirurgicales. Et même parmi les maladies cardiovasculaires, les cardiomyopathies notamment, certains cancers qui peuvent toucher les enfants, des femmes, etc. Et généralement, ces maladies ne tombent pas dans le cadre, qui tombent dans le cadre de vous savez, qui gère les maladies cardiovasculaires. Donc, on essaie de comprendre quels étaient les manques et qu'il y avait énormément de manques en termes de financement de systèmes de couverture universelle pour les personnes les plus pauvres. Et donc, les systèmes en développement proposés ne géraient pas véritablement ces questions. Et cela touchait beaucoup de personnes qui avaient moins de 40 ans.
Donc, du point de vue politique et de cette couverture de santé universelle, et cela avait des implications absolument considérables. Donc, c'est peut-être même le sujet le plus important qui n'a pas été traité et qui nécessite des financements supplémentaires pour pouvoir répondre à ces manquements. Donc, dans le cas de la tuberculose notamment, ou du sida, ou d'autres causes peuvent être associées, et nous devons traiter l'ensemble de ces questions dans cet espace qui reste à définir. Donc, les implications que cela revêt sont intéressantes du point de vue du vieillissement et de la manière dont le vieillissement et ces maladies non transmissibles sont associés. Et cela montre un peu l'autre face de la médaille, si vous voulez, c'est que ça touche également les populations les plus jeunes et à tous les niveaux, si vous voulez, il existe un risque par rapport aux maladies non transmissibles et des personnes plus âgées qui, quelque part, sont assez invisibles parce que on ne voit pas non plus que cela touche les jeunes personnes et nous avons un certain nombre de difficultés à mener le combat, notamment pour l'Afrique subsaharienne, parce qu'il y a des priorités dont il faut s'emparer, parce que parfois les gens décèdent à un âge très jeune ou perdent leur santé très, très jeune. Donc, évidemment, ça va au-delà d'une question de coût, parce qu'il y a beaucoup d'interventions qui sont rentables, entre guillemets, notamment dans le cas d'hypertension, par exemple. Mais y a-t-il une priorité toute particulière par rapport à la perte de vie, par rapport à l'âge de perte de vie? Y a-t-il une priorité par rapport au handicap qui arrive tôt dans la vie d'une personne? Et c'est quelque chose pour laquelle nous avons besoin de lutter. Parce que nous devons avoir de manière implicite une priorité pour les jeunes personnes, bien évidemment, et avec les maladies non transmissibles, on cible de manière plus prioritaire les personnes plus âgées. Donc là, c'est un défi. C'est un défi qu'il nous faut relever par rapport à cette question et j'espère que nous pourrons en parler plus longuement un peu plus tard. Merci. Excusez-moi, c'était passionnant, Jane. On va revenir sur ces questions-là. Je vais peut-être demander à Oliver Aswara, qui nous a rejoint, de réagir. Oliver travaille à la banque et senior économiste à la Banque interaméricaine de développement. Il travaille dans la division sur la sécurité sociale et sur le marché du travail. Et on va lui demander de faire un bref tour. Il travaille beaucoup avec Hector Villarreal et le réseau qu'on a monté ITED là, au Mexique. Et on va demander à Oliver de nous dire finalement quelle est la situation en Amérique latine concernant à la fois l'équilibre des pensions, mais ça on l'a un peu déjà vu dans la journée, et l'accès aux soins. Oliver, c'est à vous. Thank you so much. Merci beaucoup, François-Xavier, merci. Je voudrais vous dire, en fait, avec la pandémie, nous avons vu que 6% de la population mondiale a été touchée, et en fait, à partir du secteur informel. Le financement des systèmes de sécurité sociale, des systèmes de santé dépend du fonctionnement du marché du travail. Et depuis 2020, donc depuis cette pandémie, nous avons vu que le marché du travail et la manière dont il est segmenté ont révélé que des millions de personnes ne sont pas entièrement prémunies contre les risques couverts. Donc, dans le cas de l'Amérique latine, ce chiffre, à peu près 60%, et avant la pandémie, il y avait certains problèmes structurels, je dirais, par rapport à l'activité dans le secteur informel, notamment, qui révélaient l'importance du changement, de changer le fonctionnement du système de sécurité avec un financement approprié. Il y a eu beaucoup de déséquilibres économiques, socio-économiques, et ceci a été accentué par la pandémie du Covid. Et en réalité,
par rapport à ce qui s'est passé lors d'autres crises précédentes en Amérique latine, eh bien, cette crise-là a encouragé un grand nombre de personnes à rejoindre, à entrer sur le marché du travail. Donc, beaucoup de personnes sont passées en réalité du secteur formel au secteur informel. Et dans ce cas, du fait même de la nature de la pandémie, ils ont quitté le marché du travail formel et se sont retrouvés sans couverture, sans protection. Et ce que l'on a pu apprendre de cette situation que nous connaissons à l'heure actuelle est qu'il nous faut réimaginer le fonctionnement, si vous voulez, de la sécurité sociale pour l'ensemble du système, pour un grand nombre de pays où la réalité du marché du travail est différente par l'Europe ou les États-Unis. Et il est important de réfléchir à cette question de pouvoir créer un meilleur marché du travail, si vous voulez, mais également créer plus d'emplois, de trouver le moyen pour cela, et d'avoir un meilleur fonctionnement plus efficace du système de sécurité sociale. Au moins, il y a eu des milliers de personnes qui ont perdu leur emploi en Amérique latine. Et quelle sera la fin de cela? Même si la pandémie est réglée, eh bien, nous verrons que beaucoup de ces emplois ne vont pas renaître. Donc, il y a des milliers de foyers, des millions de foyers qui seront mal protégés, qui seront mal couverts en termes de protection sociale. Et de point de vue démographique, il y a une transformation dans notre région. Et je dirais que dans les 2-3 décennies à venir, il y aura une accélération du vieillissement. Donc, c'est ce qui s'est passé pour l'Europe. Et en Amérique latine, ça va se faire de la même façon, mais beaucoup plus accéléré, sur 25 ans. Donc, il faut que nous trouvions les moyens de convaincre les gens, les entreprises, pour investir dans la sécurité sociale et ainsi avoir une couverture appropriée pour tous. Merci. Oui. Anna, ah oui, comment vous voyez la situation dans l'avenir proche alors? Comment vous voyez évoluer la situation dans l'avenir proche? À l'avenir, eh bien pour l'Amérique latine, je pense que nous verrons ce qui se passe dans les autres parties du monde, notamment la vaccination. Et nous pensons que les gens reviendront sur le marché du travail, mais nous devons trouver les moyens d'assurer cette protection sociale sur le marché du travail. C'est ce qu'a révélé le COVID. Il doit y avoir d'un côté le financement des systèmes de santé qui soient également adaptés à la situation des travailleurs, parce que sinon il y a une segmentation de la couverture. Et beaucoup de pays ont compris que c'est un risque très important et qu'il faut donc financer et trouver des sources de financement diversifiées pour les systèmes de santé pour qu'il y ait une couverture et protection efficace pour l'ensemble de la population. Et sur cette segmentation, ces différentes sources de financement, si vous voulez, nous pourrons redéfinir le système de sécurité sociale et adopter différentes formes, notamment comme dans les pays nordiques. Nous aurons donc différents piliers qui pourront s'articuler et ainsi plus de risques pourront être couverts. Mais nous serons certains qu'au moins chacun pourra bénéficier d'une couverture homogène. Et je pense que la couverture de base devrait être plus efficace plutôt que de se concentrer sur le marché du travail plus formel. Si 60% de la force de travail ne contribue pas au système, eh bien, vous allez devoir dépenser de l'argent d'autres sources pour pouvoir assurer une protection minimale. Donc, c'est une question de chiffres, de financement pour comprendre qu'il est essentiel de redéfinir les systèmes
et d'essayer de trouver des sources de financement alternatives et ne pas seulement s'appuyer sur les bailleurs de fonds traditionnels. Et je pense que, enfin, par le passé, c'est quelque chose qui répondait à l'exemple montré par les autres pays, mais dans le cas de l'Amérique latine, eh bien, la réalité est différente. Les marchés sont segmentés, donc il est essentiel de faciliter les contributions et je pense que la technologie dans ce cas sera un allié. Et ainsi, vous pourrez suivre tout le monde et essayer de financer ces systèmes de couverture universelle. Merci beaucoup, Oliver. C'est absolument passionnant. Nous allons revenir sur ce que vous nous avez décrit. Ousseynou-Ka, vous êtes docteur gérontologue et basé au Sénégal. Et Gene Buckman a travaillé au Sénégal, il vous a dit dans une interview précédente, il a travaillé au Sénégal et au Rwanda. Quelle est la situation au Sénégal et comment vous réagissez aux différentes questions posées par ce débat? D'abord, merci d'être. Merci, Javier. Vous m'entendez? Très bien. Merci. Donc, merci de nous avoir conviés à cette rencontre pour discuter de la problématique de la protection sociale et de la transition démographique et aussi de présenter le contexte africain où la situation est complètement différente. Et d'ailleurs, même quand vous dites la crise liée à la COVID, c'est vrai que cette crise a montré l'urgence de la mise en place d'une protection sociale équitable et pour tous les âges. Et en ce qui concerne la transition démographique, l'Afrique n'est pas épargnée par le vieillissement de sa population, malgré la jeunesse vraiment de sa population. C'est un processus qui n'est pas uniforme en Afrique, parce que le vieillissement est un processus qui est très avancé en Afrique du Nord, mais sur le point de commencer en Afrique de l'Ouest et de l'Est, comme ce qui concerne le Sénégal, et n'a pas encore débuté en Afrique centrale. Et c'est vrai aussi ce qu'on constate que c'est en Afrique où la croissance des personnes âgées va être la croissance la plus rapide. Et d'ailleurs, l'OMS dit que c'est en 2050 que le processus du vieillissement en Afrique va débuter. Et ce qu'on peut constater, en fait, c'est que nous, en Afrique, au Sénégal en particulier, nous allons vieillir dans un contexte de pauvreté. Si dans les pays développés, sont devenus prospères avant de vieillir, nous, en Afrique, les pays en voie de développement, en particulier les pays africains, vont vieillir avant vraiment notablement d'avoir prospéré. Ce qui fait que le vieillissement, le processus du vieillissement va se faire dans un contexte de pauvreté. Et d'ailleurs même, nous avons constaté dans la plupart des études que l'âge avancé, la retraite, ce sont des facteurs de pauvreté. Et d'ailleurs, au Sénégal, la tranche d'âge la plus endettée se situe entre 55 et 65 ans. Et paradoxalement, à l'endettement de ces populations âgées, c'est des populations aussi qui continuent d'être les pourvoyeuses aux besoins de leur famille. Et quand on parle de transition démographique, donc ça sous-entend aussi une transition épidémiologique. Donc, mon collègue de l'ANSET vient d'en parler, c'est que les personnes âgées seront confrontées particulièrement à des maladies non transmissibles, les maladies chroniques non transmissibles, telles que l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers, la cataracte, etc. Mais paradoxalement aussi, ce sont des maladies qui sont invalidantes et handicapantes et très coûteuses. Et ce sont des maladies qui vont être responsables de la perte d'autonomie, mais surtout, ce sont des maladies qui vont aggraver la pauvreté, parce que ce sont des maladies qui vont entraîner chez les familles des dépenses catastrophiques de santé. Et c'est pourquoi que au Sénégal et d'une façon générale en Afrique, les personnes âgées, en raison de leur vulnérabilité qui est multidimensionnelle, qui est économique, qui est sanitaire, qui est culturelle et qui est sociale, et de la précarité aussi de bon nombre d'entre elles, ont besoin vraiment d'une protection sociale. Mais je pense que c'est important aussi de définir le terme protection sociale. Si dans les pays développés, la protection sociale est un ensemble de politiques publiques visant à aider les individus à leur fournir un appui pour régler les problèmes de risque,
cette définition ne peut pas s'appliquer dans notre contexte africain. Parce qu'une telle définition paraît limitée dans le contexte africain où la pauvreté sévit et où une frange très importante de la population n'a pas accès aux services de base. De plus, cette définition laisse croire que la protection sociale relève exclusivement des politiques publiques. Alors que dans notre pays, en Afrique, il y a à côté des politiques publiques, il y a ce qu'on appelle le système informel. Et ce système, en fait, est constitué de l'organisation des solidarités communautaires et des solidarités familiales, qui n'est pas intégré dans la définition telle que définie par les pays développés. Donc, ce qui veut dire que la protection sociale dépasse le cadre de politique publique en Afrique. Et ce qu'on constate que le problème en Afrique, c'est le problème de financement maintenant de cette protection sociale. Et dans la plupart des pays africains, la protection sociale est faiblement financée, voire même c'est un financement qui est insignifiant. Parce que la protection sociale n'est pas une priorité pour la plupart des pays africains qui sont confrontés à d'autres priorités telles que l'accès aux besoins de base, l'accès à l'éducation, à l'eau, etc. Même si, dans la plupart des pays africains, les autorités ont mis en place des systèmes de couverture médicale universelle, de couverture sanitaire universelle, mais ces couvertures sont particulièrement orientées vers la protection de la mère et de l'enfant, telles que les politiques de gratuité des césariennes, les politiques de gratuité d'accouchement, etc. Et ce qu'il faut retenir aussi, que au Sénégal, de façon générale en Afrique, 80% de la population travaille dans le secteur informel, donc n'a pas de couverture sociale. Et quand on prend les personnes âgées aussi, 80% des personnes âgées en Afrique n'ont pas de pension de la retraite, n'ont pas d'allocation de retraite. Et quand on fait la sommation, la couverture en Afrique ne dépasse pas 14, ça tourne entre 15 à 16%. Donc, pour l'ensemble de la population africaine, il n'y a que 15% de cette population qui est couverte. Et heureusement, peut-être je peux dire heureusement ou pas, mais heureusement que la famille joue un rôle extrêmement important. C'est la famille qui assure le rôle de sécurité sociale. Mais actuellement, cette famille est confrontée à des difficultés liées à la nucléarisation de la famille, liées à l'urbanisation, mais liées surtout au chômage des jeunes. Et ce qui fait que le paiement direct des dépenses de santé entraîne ce qu'on appelle des dépenses catastrophiques et aggravant la pauvreté des familles. Et c'est pourquoi que dans la plupart des pays africains, nos autorités ont mis en place ce qu'on appelle des politiques d'assistance sociale et sanitaire au profit des populations vulnérables et démunies. Et dans une rencontre, nous, on avait discuté, est-ce que les politiques publiques peuvent-elles se substituer à la solidarité familiale? Ça aussi, la question se pose de financement. Qui va financer ces politiques publiques? Et même les personnes qui ont eu des pensions de retraite, la retraite est tellement dérisoire que ces personnes ne peuvent pas survenir à leurs besoins et ces personnes aussi ont des difficultés vraiment de prise en charge de leur maladie. Ce qui fait que ces personnes âgées, au lieu de comme on le dit, au lieu de s'occuper de leur activité de loisirs, etc., sont obligés de poursuivre leur activité professionnelle ou bien faire des activités génératrices de revenus pour survenir aux besoins de leur famille. Et le deuxième grand défi, c'est la soutenabilité des pensions de retraite. Et c'est vrai qu'au Sénégal, de façon générale, en Afrique, les institutions de retraite ont des difficultés financières. Difficultés liées au fait que nous, notre système de retraite est basé sur la répartition, sur la solidarité. Mais on constate de plus en plus qu'il y a moins de cotisants par rapport alors que le nombre de retraités, les personnes retraitées vivent plus longtemps, donc ce qui veut dire qu'on va cotiser encore pendant un bon bout de temps. Et ça remet en cause ce qu'on appelle la générosité du système de répartition. Et dans certains partenaires au développement, nous ont demandé de voir le système de répartition. Et dans ce cadre-là aussi, nous nous sommes dit que le système de capitalisation, est-ce qu'on est dans un système où les populations n'ont pas accès aux structures de base, les populations sont pauvres, comment ces populations vont-elles faire pour capitaliser?
Ce qui veut dire que ce système de capitalisation risque d'aggraver les inégalités sociales. Peut-être pour terminer, un dernier point sur les femmes, parce qu'on en a parlé tantôt, sur les femmes âgées. C'est vrai que la plupart des femmes âgées en Afrique, au Sénégal en particulier, n'ont pas de couverture sociale. En fait, les femmes constituent les pauvres des plus pauvres. Et malheureusement, leurs besoins spécifiques ne sont pas pris en compte par les politiques publiques. Et c'est vrai qu'on a parlé aussi tantôt quand j'ai suivi ce matin, comment faut-il faire pour valoriser l'expérience des anciens, pour que cette expérience pour que la jeunesse puisse utiliser l'expérience des anciens dans le cadre de rencontres intergénérationnelles. Au Sénégal, nous avons mis en place ce qu'on appelle le Conseil national des personnes âgées à côté du Conseil national des aînés pour qu'il y ait vraiment cette relation intergénérationnelle. Et la COVID aussi, les personnes âgées au Sénégal, de façon générale en Afrique, ont payé le plus lourd tribut concernant la mortalité liée à la COVID, liée aux comorbidités, à l'accès aux soins et au confinement. Et d'ailleurs, au Sénégal et d'une façon générale en Afrique, les personnes âgées vivent très mal les mesures barrières, en particulier la distanciation sociale qui est responsable d'isolement et de solitude. Et je me pose la question aussi, quand on va faire la vaccination en Afrique, je me demande si les personnes âgées ne seront pas les populations oubliées de cette campagne de vaccination. Et en conclusion, maintenant, comment faut-il faire pour avoir ce double enjeu, répondre aux besoins des jeunes, mais aussi répondre aux besoins des populations âgées dont le nombre va en augmentant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre en place le minimum vieillesse? Est-ce qu'il faut indexer les pensions de retraite? Mais tout cela, cette protection sociale-là, nécessite un financement. Et actuellement, en Afrique, elle est insuffisante parce qu'elle ne couvre que moins de 80% de la population n'est pas couverte. Même si la population est couverte, elle n'est pas optimale, d'où l'importance vraiment d'accorder un financement conséquent parce que la protection sociale aussi est un levier de développement économique. Merci, monsieur. Merci, docteur. C'était passionnant, comme à chaque fois que vous intervenez parmi nous. Et on voit bien qu'en l'absence de protection sociale efficiente, c'est finalement les familles qui portent la charge. Et il y a un impôt familial qui existe de fait. Et que, évidemment, passer d'un système informel avec impôt familial à un système formel avec protection sociale est quelque chose de simple sur le papier, mais compliqué à faire. Guy Valencien, vous êtes un professeur très connu en France de médecine. Vous avez été très actif dans l'élaboration des politiques et des stratégies de santé. Et vous avez eu la gentillesse de bien vouloir intervenir. Comment vous réagissez à tout ça, et en particulier par rapport à une perspective européenne? De m'avoir permis d'être avec vous. Et je voulais d'abord que j'ai retrouvé l'Afrique, que j'aime bien, parce que figurez-vous que j'ai créé avec des amis une maison de santé à Sintian, près de Tambacounda. Voilà. Donc, je pense que ça fera plaisir à notre collègue Ousenouka du Sénégal. Et puis, j'ai aussi une connaissance de l'Amérique du Sud en matière sanitaire. Et je pense qu'on ne peut pas, je dirais globalement, internationalement, mondialement, entreprendre une grande campagne de quoi que ce soit sur les sujets. Ce sont des sujets qui restent extrêmement locaux-régionaux. Ça, j'en suis convaincu. Et en Europe, enfin, je dirais même, je commencerai par la France. En France, je pense que nous avons déjà un système, je dirais qu'on a l'état de santé de son économie. Ce n'est pas la peine de croire qu'on aura un système de santé performant si on a une économie défaillante. Ça n'a pas de sens. Et je me suis un peu emporté parfois quand je voyais certains de mes collègues qui allaient justement en Afrique pour opérer des petits-enfants à cœur ouvert de 1 an, 2 ans ou 3 ans et qui repartaient à 500 km ou 800 km dans la brousse sans aucun soin. Donc, est-ce qu'on avait raison? Est-ce qu'on aurait pu se poser la question de savoir s'il fallait le faire ou pas? Et donc, en Europe, on n'en est pas là, puisque en France, on voit que 70% des sommes que nous payons pour la sécurité sociale vont à 15% de la population, et notamment la population des gens âgés et qui ont des comorbidités. Donc, on a déjà une redistribution importante sur 1/6 seulement de la population. Et je suis de ceux qui considèrent que c'est tout à fait salutaire. Moi, je paye pour les autres. Pour l'instant, je vais bien, et tant mieux. Ce que je pense, c'est que
là encore, on est encore trop rigide dans l'organisation du système. Nous gâchons, nous, énormément. Dans le système que nous avons, qui est un système à la tarification, à l'activité médicale, à l'activité opératoire, on multiplie les actes pour que les hôpitaux s'enrichissent et que les cliniques s'enrichissent. Et donc, on voit bien que nous sommes dans un système complètement fou qui ne finance pas la pertinence de l'acte ou la qualité de l'acte, mais qui finance uniquement le fait que l'acte est fait. Et donc, je pense qu'il faudra revenir sur ce sujet, car si je regarde, l'OCDE l'a dit, dans les pays qu'elle couvre, il y a à peu près 20% de gâchis, de non-pertinence et de non-qualité des actes. C'est considérable. 20% pour la France, ça représente 40 milliards. Et avec 40 milliards, on pourrait très bien améliorer le statut des personnes âgées, plus ou moins dépendantes, aujourd'hui que l'on parque dans des lazarets. On a repris les lazarets pour planquer les gens qui avaient la peste. Les établissements hospitaliers pour personnes dépendantes sont des mouroirs. On y arrive à 85 ans, on y reste 3 ans. 86 ans même, et on meurt en moyenne à 89 ans. Et ce sont des endroits où on s'isole du monde. C'est terrifiant. Je crois qu'il faut revoir, en ce qui concerne les pathologies des personnes âgées, et le monde âgé, il faut le laisser dans la vie du monde. Il y a des initiatives en France qui existent avec des start-up remarquables comme Alain Vie, qui fournit des aides de vie dans les maisons, ou encore, tout à fait intéressant aussi, Cette Famille, CE2TE Famille. Cette Famille est une start-up qui vous permet, qui met en relation des gens qui ont des chambres chez eux parce que leurs enfants sont partis pour accueillir des personnes âgées. Donc, on les garde dans la vie active et ceux qui ont des chambres sont payés. Ils reçoivent de l'argent pour héberger la personne et parfois 2 personnes s'il y a 2 chambres, avec bien sûr des contrôles de sécurité, de qualité, enfin bref, tout ça est suivi. Et je trouve que c'est une révolution complète dans l'organisation de la société elle-même, car nous allons passer, dans les années qui viennent, on va monter à 30% de personnes âgées, ce qui est bien, dont une majorité va continuer à travailler parce qu'on va reporter, malgré tous les problèmes que cela pose avec les syndicats, on va reporter l'âge de la retraite, ce mot horrible, ce mot que je déteste en français, retraite, c'est comme si on se retirait, qu'on partait dans la montagne seul, s'isoler pour y mourir, alors que nos amis espagnols ont un très joli mot pour la retraite, ils parlent de la jubilación, la jubilation, ce qui est beaucoup plus beau, parce qu'on est dans le son du monde quand on jubile. Et quand je retrouve ce que disait mon ami africain, c'est vrai que les familles sont incroyablement présentes et qu'on ne lâche pas les vieux en Afrique, jamais, jamais. Et ça, c'est pour moi la plus belle des forces. Ça, il ne faut surtout pas que nos amis africains le perdent en montant en niveau socio-économique. C'est le gros danger. Garder cette valeur exceptionnelle de rapport entre les générations, comme vous l'avez dit. Et moi, je souhaite véritablement que l'on garde le plus possible les gens âgés au milieu des villes et non pas les mettre dans des maisons, des vieux châteaux délabrés à la campagne entre des chats, des chiens, des poulets, des pigeons où ils ne voient personne. Il faut peut-être, et je pense qu'il faut revoir totalement l'architecture de nos établissements de santé qui sont aujourd'hui des hôpitaux ou des cliniques. Mais dans les hôpitaux, il faut mettre des maisons de santé. Il faut mettre des maisons de naissance avec les sages-femmes à côté du bloc, mais isolées, indépendantes. Il faut y mettre les maisons des vieux, des gens âgés, qui sont mitoyennes. Et on pourra aller comme ça les voir. Il faut les mettre avec des chambres d'étudiants en médecine qui seront ravis au prix d'une gratuité de la chambre, d'être obligés de passer une demi-heure par jour, prendre un café ou même déjeuner ou dîner avec les personnes âgées du coin. Ce sont des solutions extrêmement pratiques. Ce n'est pas la peine de faire des états généraux mondiaux, OMS ou autres, des choses extrêmement pratiques qui nous permettront de mieux vieillir et de ne pas nous isoler. J'en suis absolument convaincu et je vois que les jeunes générations en France sont prêtes à cela. Curieusement, il n'y a pas de conflit de génération. Lorsque je consultais encore, j'étais très frappé de voir combien d'hommes et de femmes âgés, parce que l'urologie est une spécialité, on voit des gens âgés, étaient accompagnés par leurs enfants ou leurs petits-enfants, parfois. On venait avec le grand-père quand on avait 18 ans ou 19 ans ou 20 ans, étudiant, étudiante, pour écouter ce que je disais et lui redire après, lui expliquer mieux. Bref, on n'a pas de conflit de génération. Au contraire, je suis très frappé de voir que les jeunes aiment les vieux. C'est fou. Et c'est bien, parce qu'on a voulu faire le contraire. On a été dans une espèce
de volonté de jeunisme, je dirais, industriel, grotesque. L'expérience, les histoires à raconter, la vie d'avant, c'est merveilleux pour les jeunes. Donc, je crois que moi, je suis très optimiste sur le fond. Je pense que si on donne la liberté d'entreprendre à celles et ceux qui veulent ce mélange de générations, cette répartition des choses dans des ensembles cohérents, on pourra vraiment améliorer, bien évidemment, le sort de celles et ceux qui vieillissent et qui, un jour ou l'autre, de toute façon, vont tomber malades et seront obligés fatalement d'être soignés. Voilà. Merci pour ce témoignage, Guy. Alexandre Calins, vous êtes un ingénieur, vous avez créé Écologie vers un monde, excusez-moi, Destination économie durable, ce qui est un titre formidable et qui ne devrait pas être oublié. Et vous souhaitiez présenter une proposition, un projet qui rebondit sur ces différentes interventions. C'est à vous. Oui, bonsoir François-Xavier, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui. J'ai pas l'impression. Si, c'est bon. Donc bonsoir à tous et encore merci François-Xavier pour m'avoir invité et bravo pour la qualité des intervenants. Alors, moi je pense que la Covid est aussi une opportunité qui nous rappelle de jeu collectif. Et donc il faut, puisque les intervenants nous l'ont rappelé à diverses occasions, il y a un besoin incroyable d'investissement, de financement à chacune de leurs interventions. Ils nous l'ont rappelé. Et pour obtenir ces financements, il est nécessaire d'organiser la mobilisation générale. Alors, j'ai l'impression que, en fait, on ne s'appuie pas suffisamment sur le fait que la démographie est très centrale dans les enjeux de développement durable, qu'il s'agisse d'enjeux environnementaux, sanitaires, de subsistance, ou ceux que traite plus particulièrement cette chaire, qui sont davantage des enjeux tournés socio-économiquement, et notamment sur ce sujet crucial de l'extension et de la pérennité de la protection sociale partout dans le monde au sein de la transition démographique. Donc, ce qui serait très très bien, c'est de chercher à nous reconnecter, enfin, de reconnecter notre expertise aux politiques et donc aux citoyens sur ces réflexions, et sans pour autant réinventer la roue, puisqu'on a un très bel exemple de reconnexion aux politiques et aux citoyens qui marche en ce moment sur la problématique du risque climatique. Alors, on pourrait peut-être s'en inspirer. En fait, ils ont donc créé un groupement intergouvernemental d'expertise sur le climat, le GIEC, qui alimente le COP et qui débouche sur des débats et des accords, et donc sur une mobilisation accompagnée de moyens. Et ne pensez-vous pas que l'idéal serait de nous inspirer de cette organisation pour permettre de recentrer la démographie en créant l'équivalent du GIEC, qui serait donc un GIED, ou IPD en anglais, que la chaire, donc TDE, pourrait alimenter de nos expertises pour les impacts socio-économiques liés à la transition démographique. Le GIED serait également alimenté par d'autres organismes sur les autres aspects environnementaux, sanitaires, etc. Voilà, donc d'autres évidemment l'ont réclamé avant nous, et la question devient plutôt qu'est-ce qui a changé et qui ferait qu'aujourd'hui nous serions dans un contexte plus propice à obtenir un GIED? Eh bien, la Covid est un élément de réponse, puisque on nous apprend à jouer collectif, à organiser la mobilisation générale, mais voilà, il n'y a pas que ça. En fait, on a une réponse qui tient en un chiffre et qui mérite vraiment de faire l'objet d'une très très courte parenthèse sur une considération concernant le risque climatique, avant de revenir sur la protection sociale qui est notre sujet. C'est que lorsqu'on prête attention au graphe de l'évolution des émissions de gaz per capita, on constate qu'il ne fait que doubler en 150 ans, c'est-à-dire qu'il passe de 4 à 8 tonnes équivalent CO2 par an et par habitant, tandis que dans le même temps, la population mondiale a été multipliée par 6, ce qui établit que l'essor démographique a été le facteur prépondérant du risque climatique à hauteur de pas moins de 75%. Donc normalement, ça devrait suffire à légitimer la création d'un GIED. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait
Pardon. Ce que je voudrais, c'est développer le thème de la protection sociale au sein de la transition démographique, qui est ce thème que nous avons, et dans cette perspective nouvelle, que nous puissions bénéficier de l'appui d'un GIED, d'une reconnexion aux politiques, aux citoyens, de façon à pouvoir acquérir des moyens financiers, et puis d'internationaliser les sujets pour pouvoir bénéficier d'effets d'échelle sur ce que nous souhaitons proposer. Donc, je dirais que prenons les pays développés pour commencer. Actuellement, ils sont dans une dynamique plutôt individualiste pour tenter d'amortir l'effet d'un vieillissement de leur population, en cherchant notamment à rendre le financement de la protection sociale plus robuste pour être moins dépendant de la perte de vigueur nataliste programmée par ce vieillissement. Cette approche individualiste, elle s'explique parce que la problématique du vieillissement donne moins l'impression d'avoir le temps de déterminer des axes communs de solutions, d'autant que certains pays veulent rapidement anticiper car ils sont déjà quasiment touchés les premiers et que l'efficacité des parades héritera des contextes propres des pays dans lesquels elles s'appliquent. Néanmoins, l'efficacité de ces parades, dans l'idéal, ne serait-il pas de pouvoir quand même s'appuyer sur des outils communs pour bénéficier d'un effet d'échelle et mieux anticiper les contraintes de la mondialisation? Concrètement, on a vu par exemple le Danemark depuis 1987, puis l'Allemagne en 2007, opter pour une TVA sociale, embarquant en particulier cet objectif de mieux pérenniser leur système de financement de la protection sociale qui repose encore trop essentiellement sur l'activité pour basculer davantage sur la consommation afin qu'il soit moins dépendant de la perte annoncée de la vigueur nataliste. Constatant la marginalité des résultats danois et allemands par rapport à cet objectif, est-ce que ne croyez-vous pas en fait qu'on puisse s'interroger si ce quasi-échec ne proviendrait pas peut-être plutôt du fait que nous avons manqué l'occasion d'internaliser le sujet, ce que le GIED pourrait faire, d'autant que la TVA est un support idéal puisqu'elle est présente partout dans le monde sauf aux USA. Et en l'occurrence, si le financement de la protection continuera à nous préoccuper, et si nous gardions l'idée de le partager entre l'activité et la consommation, je vous invite alors vivement à découvrir l'idée d'une TVA sociétale lancée par la plus grande association de défense des consommateurs européens, qu'est l'UFC Que Choisir, depuis 2007, qui a été d'ailleurs reprise par un ancien ministre français de l'Environnement, Nicolas Hulot, en 2020, qui l'a rebaptisée TVA incitative, parce qu'elle vise à moduler les taux en fonction de l'intérêt sanitaire et écologique des produits. Et en conséquence, si vous tentez de rapprocher la TVA sociétale de la TVA sociale, la fusion des deux s'avère très prometteuse car elle permettrait de dépasser les limitations rencontrées au travers des expériences danoises et allemandes, notamment parce que la TVA sociétale change de paradigme en fait sur le pouvoir d'achat qui était avant linéaire et il va devenir flexible au mérite de votre consommation responsable. Il en ressort la possibilité d'une augmentation des taux de manière indolore pour le pouvoir d'achat qui va donc continuer à s'accroître pour ceux qui consommeront responsable et nous assumerions de faire porter l'effort sur la consommation responsable. Donc cela lèverait la limitation en termes de volume de taxation. Et puis, par la présence dans le monde de cette TVA partout dans le monde, ce projet pourrait être porté à une échelle d'abord européenne, et puis va lever chacune des limitations rencontrées par les seules expériences danoises et allemandes en accroissant chacun des bénéfices espérés d'une protection sociale qui non plus… Pardon. Excuse-moi. Et voilà, donc… Interrogeons-nous peut-être de manière plus collective. Merci Alexandre. Voilà, par rapport aux expériences passées. Merci. On a compris, je pense, l'essentiel du message. C'est une très belle idée. C'est donc cette idée de créer un GIED qui soit un peu parallèle au GIEC et qui adresse la question des populations. Pour les anglophones, le GIEC en français, c'est IPCC et ça deviendrait donc IPCD, c'est-à-dire International Panel on Demographic Transition. Et cette idée d'Alexandre, c'est une idée qu'on avait un peu agitée avec Nathalie et Hector Villarreal il y a quelque temps et que je trouve assez intéressante parce que même si c'est difficile et on est bien sûr d'accord avec Guy Valencien, les solutions, elles sont d'abord locales, il y a quand même quelque chose qui relève d'une solidarité internationale assez structurée puisque on peut le rappeler, on est quand même presque au premier quart du 21e siècle et l'écart en espérance de vie entre les pays à la naissance est encore de 30 ans.
Donc, il y a beaucoup de sujets et encore beaucoup de travail, et en particulier dans cet équilibre, dans cette réduction des tensions intergénérationnelles. Peut-être, Jean et Oliver, vous souhaitez réagir à la proposition d'Alexandre, et ensuite je laisserai Nathalie Chussot nous faire part de ses remarques. Jean? Yeah. Yeah, thank you. Yeah, I mean, I think Merci. Je crois que la solidarité mondiale, c'est une question d'importance. Au cours de la dernière décennie, ça a été assez remarquable, cette croissance économique que nous avons pu avoir. On n'a pas... En fait, il n'y avait pas de responsabilité commune pour la protection sociale et on n'était pas responsable des pays pauvres dans ce domaine. Je ne peux pas dire que je sois vraiment optimiste quant aux politiques nationales et la possibilité de cette solidarité. Ça implique la redistribution à une échelle mondiale, et il y a aussi la population âgée, mais aussi la population jeune, très importante dans certains pays. Donc moi, ce qui m'intéresse à l'avenir davantage, c'est la solidarité sur la base des maladies, par exemple. Et il faut avoir une responsabilité collective de ce côté-là. Certaines personnes qui sont impactées par le cancer, par exemple, le diabète. Il y a des maladies qui peuvent impacter les enfants ou les parents. Donc, la famille est vraiment impactée. Et là, il peut y avoir des mouvements transnationaux de solidarité. Cette suggestion a été soumise déjà un certain temps avec cette TVA sociale ou sociétale. Le vice-président de l'Académie avait pensé à cela, mais je pense que on peut explorer cette idée encore plus maintenant. Le temps est venu pour le faire et essayer de la mettre en œuvre. Et je crois que il va falloir voir comment on peut mettre cette TVA en œuvre. Il va falloir redéfinir le système de santé et établir des liens, évidemment, avec les sources de financement. Donc, je suis tout à fait d'accord. Il va falloir explorer les bénéfices de tout cela, de ce système-là. Et il faudrait peut-être ajouter ou compléter cela avec des mesures incitatrices qui permettraient de corriger, de changer le système, même en France, où il y a beaucoup de défis pour mettre en œuvre les changements. Ça serait vraiment important de faire des propositions spécifiques. Et le COVID ou la COVID nous fournit cette opportunité pour les années à venir. On va avoir ce sujet, on va le mettre sur la table des politiciens et aussi sur la table des ministres des Finances, de façon à traiter ce problème et explorer cette proposition. Des institutions telles que IGAP ont analysé ces éléments de politique dont on aurait besoin pour payer plus d'impôts, finalement, pour financer les États. Et donc, il faudra identifier les différents éléments de ce système. Merci beaucoup, François. Thank you, Oliver. Peut-être, Nathalie, si tu voulais réagir à tout ce que tu as entendu, si tu le souhaites. Oui, bien sûr. Merci. Alors, j'ai deux remarques principales à ce panel tout à fait intéressant.
Le premier point, c'est qu'il s'avère que j'avais lu récemment un petit document, un communiqué de l'Organisation internationale du travail, donc avant d'entendre l'intervention de Madame Razavi, et qui est très intéressante et qui disait la chose suivante, c'est que dans des pays en développement, effectivement, les larges lacunes qui existent en matière de protection sociale pourraient en l'état compromettre les plans de relance qui sont mis en œuvre en ce moment et exposer des millions de personnes à la pauvreté, à la précarité et faire en sorte que ces pays ne soient pas prêts à une nouvelle rupture de type pandémie qu'on connaît actuellement. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, l'OIT les invite à convertir en clair leurs mesures ponctuelles de réponse qu'ils ont mises en place à cette crise en des systèmes de protection sociale qui soient non seulement complets, mais pérennes. C'est-à-dire qu'il y a une incitation et une invitation à maintenir, à pérenniser un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, notamment l'accès financier aux soins ou l'octroi des prestations maladie ou le renforcement de la sécurité du revenu, la protection de l'emploi, etc. Donc ça va tout à fait, me semble-t-il, dans le sens des discours qui ont été donnés ici là, lors de ce panel, et en particulier qui plaident en faveur de cette couverture santé universelle mondiale que je trouve cette idée tout à fait intéressante, sachant que je lisais récemment que 55% de la population mondiale, soit à peu près 4 milliards de personnes, ne sont pas couvertes par l'assurance sociale ou l'assistance sociale. Donc je trouve personnellement cette idée tout à fait séduisante de couverture santé universelle mondiale. La question c'est comment. Donc là, il y a à mon avis, un champ d'études important. Mais ça, c'est la première chose. Tout à fait, je trouve que c'est une idée tout à fait positive. Et le deuxième point, c'est ce fameux GIED. Et là, effectivement, c'est quelque chose dont on avait déjà discuté. Je trouve que c'est une excellente idée. C'est-à-dire en gros, le GIEC, qu'est-ce qu'il fait? Il regroupe tous les travaux de recherche et toutes les synthèses de laboratoires du monde entier qui sont développés sur les thématiques du climat. Eh bien, pourquoi pas? Et au contraire, allons-y, regrouper tous les chercheurs et tous les travaux sur ces thématiques de la transition démographique et du vieillissement de la population, et avec comme objectif, ce que nous essayons de faire à notre modeste niveau, de maintenir cette harmonie entre les générations, et ce d'autant plus dans la crise que nous connaissons. Donc deux excellentes idées, à mon avis, à retenir de ce panel. Merci Nathalie. En tout cas, c'est une question qui va nous occuper dans les mois, voire les années qui viennent. Il y a quand même eu, évidemment, les choses sont compliquées, c'est très difficile, mais il y a eu des pays qui ont réussi à nettement améliorer leur couverture santé. Il y a eu des États indiens qui ont lancé un programme qui a été absolument remarquable. Il y a la Thaïlande, il y a le Rwanda, il y a une partie de l'Afrique australe, il y a l'Indonésie qui ont réussi avec des programmes qui sont sur des normes d'ailleurs assez proches les uns des autres, qui sont autour de systèmes de régulation concurrentielle, en quelque sorte, et puis de micro-assurance, qui ont réussi à réduire le gap, le insurance gap, comme on dit, et c'est quelque chose sur lequel il faut encore agir, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et il faut aider les pays, pas forcément par des dons et des transferts, mais à trouver des solutions pérennes de financement et à trouver des architectures de systèmes de santé qui sont convenables.